Vous regardez le fusil sur lequel on a le plus menti dans toute l'histoire américaine, pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il est dépassé, mais parce qu'une industrie entière pesant des milliards de dollars a passé les 40 dernières années à s'assurer que vous ne découvriez jamais ce dont cette petite cartouche est réellement capable. Le colonel Townsend Wellen le savait et il l'a écrit noir sur blanc. Le propre club de chasse de Theodore Roosevelt l'a documenté dans ses archives et le dossier existe toujours. Un grizzly de 1000 livres abattu avec une seule balle en plomb de 29 grains, générant moins d'énergie qu'une violente claque contre une planche de bois. Je ne suis pas ici pour vous vendre de la nostalgie, je suis ici pour vous montrer ce que le 22 LR fait réellement. La physique, la médecine légale, les secrets peu reluisants que le vendeur du grand magasin ne mentionnera jamais parce que s'il le faisait, vous ne dépenseriez pas 3000 $ dans un fusil Magnum dont vous n'avez pas besoin. Restez avec moi parce que ce que vous allez entendre va complètement changer votre façon de voir cette petite boîte orange de munitions. L'histoire. La plupart des gens pensent que le 22 LR n'est qu'un jouet un peu plus évolué, une simple étape après le pistolet à billes, donné aux enfants et aux débutants parce qu'ils seraient incapables de faire de vrais dégâts. Cette histoire est complètement à l'envers. Quand G. Stevens Arms a présenté le 22 Long Rifle en 1897, ce n'était pas un compromis, c'était une décision d'ingénierie de précision, allonger l'ancienne douille du 22 Short, l'associer à une balle plus lourde et créer une cartouche qui équilibrerait puissance, recul et précision répétables d'une manière que rien d'autre sur le marché ne pouvait égaler. Cette même année, Theodore Roosevelt fondait le Boone & Crockett Club. Les deux noms les plus importants du patrimoine cynégétique américain sont nés la même année et l'un d'eux tire une cartouche qui coûte moins cher qu'une barre chocolatée. Voici ce que l'industrie ne veut vraiment pas voir discuter. Les archives du Boone & Crockett Club contiennent des registres vérifiés de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, notamment de grands ours, abattus d'un seul tir avec des carabines 22 à percussion annulaire. Ce ne sont pas des histoires racontées autour d'un feu de camp, ce sont des dossiers mesurés, notariés et archivés dans la même institution qui valide chaque trophée accroché au mur des lodges de chasse en Amérique du Nord. Le cas le plus célèbre est celui de Bella Twin, près de Slave Lake. Une femme de 63 ans, une carabine 22 à verrou monocoup et un énorme grizzly. Elle a attendu qu'il soit suffisamment proche, a placé une seule balle dans le crâne et l'ours s'est effondré sur place. La carabine tenait littéralement avec du ruban adhésif. Est-ce que cela veut dire que vous devriez utiliser une 22 pour vous défendre contre un ours ? Absolument pas, et nous allons voir pourquoi dans un instant. Mais le fait demeure, et cette cartouche accomplit discrètement des choses que l'industrie refuse de mettre dans ses catalogues. Le secret de la balistique terminale qui choque les chirurgiens, c'est ici que les choses deviennent vraiment inconfortables. Le docteur Martin Fackler a dirigé le United States Army Wound Ballistics Laboratory. Pendant 3 décennies, il a tiré tous les calibres imaginables dans de la gélatine calibrée et documenté ce qui se produisait. Ces résultats publiés sur le 22 LR ont surpris la communauté des armes de défense et ont donné naissance à un terme encore utilisé aujourd'hui par les pathologistes légistes, le paradoxe de l'assassin. Voici la physique, une balle de 9 mm frappe fort, traverse rapidement et ressort proprement. Une balle de 22 LR frappe plus doucement, se déplace plus lentement et ne ressort presque jamais parce qu'elle est légère et se déplace à une vitesse relativement faible. Dès qu'elle entre dans les tissus mous, elle devient instable, elle dévie, elle se met à basculer. Une balle qui tourne maximise sa surface de contact, elle ne perce pas un canal net, elle déchire une cavité de blessure disproportionnée par rapport à son diamètre de 0,22 pouces. Le scénario cauchemardesque, documenté dans le manuel du pathologiste légiste Dr Vincent Di Maio, Gunshot Wounds, présent dans les bureaux de presque tous les médecins légistes du pays, se produit lorsque la balle touche un os. Sans assez d'énergie cinétique pour ressortir, elle est déviée. Elle commence à ricocher à l'intérieur du corps, changeant de direction à 90 degrés, déchirant l'aorte,
les poumons et les tissus cardiaques selon un trajet interne totalement imprévisible. Une seule entrée, 3, 4, 5 organes perforés par une seule balle. Les chirurgiens ne peuvent pas suivre son trajet, ils ne peuvent pas toujours la retirer et c'est précisément pour cela que ce calibre a historiquement été associé à certains usages clandestins, non pas pour sa puissance mais pour sa géométrie. Une faible énergie ne signifie pas une faible létalité. L'industrie prospère sur cette confusion, la science la refuse, la fausse idée de la longueur de canon qui vous coûte de l'argent. Entrez dans n'importe quel magasin de carabines de précision et le vendeur vous dirigera vers le canon de 24 pouces. Plus long, plus de vitesse, trajectoire plus plate. Un discours aussi ancien que l'industrie elle-même. Pour les cartouches de type Magnum à percussion centrale qui brûlent 60 à 80 grains de poudre lente, cet argument tient la route. Pour le 22 LR, c'est faux. Le major général Julian Hatcher, officier de l'artillerie de l'armée américaine, auteur de Hatcher's Notebook, encore aujourd'hui l'un des ouvrages les plus cités en balistique, a documenté cela sur des chronographes de laboratoire bien avant l'ère des Magnum. Le 22 LR utilise une petite charge de poudre à combustion extrêmement rapide. Cette poudre est entièrement consumée dans les 13 à 15 premiers pouces du canon. Chaque pouce au-delà de ce point n'accélère pas la balle. Il la freine, la friction contre les rayures commence à réduire activement la vitesse du projectile. Un canon de 24 pouces ne vous donne pas plus de vitesse, il vous en retire tout en vous facturant $300 de plus pour le privilège. Les études modernes au chronographe ont confirmé cela avec une précision extrême. La zone optimale pour le 22 LR se situe entre 16 et 18 pouces de canon. C'est là que l'on obtient la vitesse moyenne maximale, les écarts les plus faibles et la meilleure régularité de tir. En dessous de 16 pouces, la poudre n'a pas entièrement brûlé et la vitesse chute. Au-dessus de 18 pouces, la friction prend le dessus et la vitesse diminue. Le canon de 16 à 18 pouces est aussi plus léger, plus maniable et détail important, compatible avec les silencieux. La personne qui achète un canon match de 24 pouces n'obtient pas plus de précision, elle obtient du poids inutile et une balle plus lente. Le marketing vend la longueur, le chronographe raconte une autre histoire, le piège des munitions qui ruine vos groupements. Celle-ci piège même les tireurs expérimentés. L'étagère des cartouches 22 LR dans n'importe quelle armurerie est remplie de boîtes tape à l'œil. CCI Stinger, Aguila, Interceptor, Federal Punch, vitesse annoncée de 1600 à 1700 pieds par seconde. Elle coûte plus cher, semble plus rapide et l'implication est évidente. Plus de vitesse, meilleur groupement. Allez voir une compétition sérieuse. Observez ce que les meilleurs tireurs utilisent réellement. Ils ne touchent pas aux hyper-vélocités. Ils tirent des munitions standards autour de 1050 pieds par seconde ou des charges volontairement subsoniques proches de 1000 pieds par seconde. La raison est une physique brutale. Le 22 LR a un coefficient balistique médiocre. Il perd rapidement de la vitesse. Une cartouche hyper véloce quitte le canon en supersonique, mais entre 50 et 75 yards, elle ralentit et traverse la barrière du son. Cette transition du supersonique au subsonique crée une onde de choc aérodynamique autour du projectile. La balle devient instable, se met à dévier et les groupements se dégradent fortement, parfois jusqu'au keyholing. Les munitions standards, elles, ne franchissent jamais la barrière du son. Elles restent stables du canon jusqu'à la cible. Les tireurs de compétition le savent depuis des décennies. Les fabricants de munitions, eux, ne le mettent pas en avant pour des raisons assez évidentes. Il existe aussi un deuxième piège avec les munitions hyper véloces. Des cartouches comme la CCI Stinger obtiennent leur vitesse grâce à une douille allongée. Forcez cette douille plus longue dans une chambre match serrée et le projectile peut venir s'appuyer contre les rayures avant même le tir. La pression augmente brutalement. Les extracteurs peuvent
cassé. Ce que vous économisez sur la boîte de cartouches finit parfois en facture d'armurier de $600 quelques mois plus tard. La vitesse de torsion, le détail que presque personne ne vérifie. La plupart des tireurs connaissent la longueur de leur canon, presque aucun ne connaît son taux de pas de rayure. Et avec le 22 LR, cette ignorance coûte une précision que vous ne récupérerez jamais. Le twistrat, c'est la vitesse à laquelle les rayures du canon font tourner la balle. Un pas de 1/16 signifie une rotation complète tous les 16 pouces de canon. Cette rotation stabilise le projectile en vol, un peu comme une toupie qui résiste à la chute. Le standard industriel 1/16 est mathématiquement optimisé pour les balles 22 LR standard de 30 à 40 grains, le cœur de ce calibre. Parfait pour le tir récréatif, la chasse légère et le tir sur cible. Mais prenez une boîte de 60 grains Aguila Sniper subsonique, un choix populaire chez certains adeptes du tir de survie, et chargez-la dans un canon standard 1/16. Et voici ce qui se passe. La balle est trop longue pour être correctement stabilisée par ce pas. Elle quitte le canon, devient instable en quelques mètres et peut frapper la cible de travers. Pas seulement un mauvais groupement, un impact de côté. Dans l'autre sens, si vous tirez une balle légère de 32 grains hyper véloce dans un canon à pas rapide 1/9, vous surstabilisez le projectile. Les micro-imperfections du noyau de plomb sont amplifiées par la rotation excessive et les groupements s'ouvrent de manière mesurable. Il n'existe pas de canon universel en 22 LR. Aucun pas de rayure capable de gérer toutes les munitions de manière égale. La physique ne négocie pas. Si vous utilisez des munitions spécialisées, d'un subsonique, lourdes ou projectiles ultra légers à haute vitesse, vous devez connaître votre pas de rayure et l'adapter volontairement. Pourquoi ton semi-auto déteste les munitions bon marché? Les plateformes semi-automatiques en 22 LR sont excellentes pour le tir en volume. Le Ruger Die 22, le Smith & Wesson M et P 1522, le CMM-G Bravo, des armes très appréciées, toutes. Mais il y a un point que les forums d'enthousiastes expliquent rarement clairement. Chaque semi-auto en 22 dépend d'une pression suffisante générée par la cartouche tirée pour faire fonctionner le mécanisme. Tire une munition subsonique ou faiblement chargée dans ce type d'arme et la culasse ne recule pas assez pour éjecter correctement l'étui vide. Résultat, un stovepipe. Ou un défaut d'alimentation, ou les deux en alternance. Pendant ce temps, une carabine à verrou en 22 ne s'en soucie pas. Elle fonctionne à la force humaine, subsonique, vitesse standard, CB, caps à peine audibles. Elle les tire tous sans broncher. Le colonel Townsend Wellen, sans doute l'un des écrivains les plus influents du tir aux États-Unis au XX siècle, a chassé toute sa vie avec des carabines à verrou et à levier. Sa célèbre phrase « Seules les carabines précises sont intéressantes » avait une règle complémentaire plus discrète. Seules les armes fiables mettent de la nourriture sur la table. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une compréhension acquise sur le terrain. Le semi-auto donne la vitesse et le plaisir au stand. Le verrou donne la fiabilité avec presque toutes les munitions dans presque toutes les conditions. Avant d'acheter, il faut savoir lequel correspond vraiment à ton usage. Le raté du rimfire dont personne ne veut parler, tout tireur en 22 LR, absolument tout le monde, a déjà appuyé sur la détente et entendu un simple clic. La plupart du temps, on blâme l'arme. La plupart du temps, l'arme est innocente. Dans une cartouche Centerfire, l'amorce est logée dans une capsule précise au centre de la base du étui. Le percuteur frappe au centre, l'enclume comprime le composé et l'allumage est presque garanti. Le rimfire fonctionne complètement différemment. Le composé d'amorçage, une pâte humide mesurée en microlitres, est versé dans le fond de l'étui puis centrifugé pour le répartir dans le bourrelet creux du bord. Et ce procédé, selon les ingénieurs qui l'ont conçu, est statistiquement imparfait. La pâte humide laisse des micro-vides et des zones sèches dans le bourrelet. Si le percuteur frappe exactement une de ces zones, rien ne s'enflamme, pas de détonation.
vous avez un raté. Les munitions Match Premium affichent environ un dysfonctionnement pour 1000 tirs. Les munitions Bulk peuvent en produire 5 ou plus et il n'existe pas de solution d'armurier pour corriger ça. C'est intégré dans l'ingénierie même du cartouche hérité du 19e siècle. La paroi en laiton du bourrelet doit rester suffisamment fine pour être écrasée par le percuteur, ce qui empêche toute résistance comparable aux pressions des cartouches Centerfire. C'est le compromis. Le 22 LR est bon marché, léger et polyvalent précisément à cause de ce design rimfire. Et ce même design signifie qu'il peut parfois vous lâcher au pire moment. C'est une excellente cartouche d'entraînement, ce n'est pas une cartouche de confiance vitale. Comprendre cette différence change tout. Et voici quelque chose sur quoi réfléchir. Le 22 LR est l'outil de diagnostic le plus honnête du monde des armes. Il ne pardonne pas un mauvais départ de détente, il ne compense pas une respiration mal contrôlée. Un vent de 10 miles par heure peut dévier une balle de près de 19 pouces à 200 yards et la faire chuter de presque 4 pieds par rapport au point visé. Aucune optique à $1100 ne corrige des fondamentaux que vous n'avez pas construits. Mais le tireur qui maîtrise ce calibre, qui apprend à lire le vent, comprendre les vibrations du canon, associer le twist rate au poids de la balle, respecter les limites du rimfire sans s'y enfermer m'atteint un niveau que beaucoup de tireurs Magnum n'atteindront jamais. La vraie question est simple, êtes-vous prêt à faire le travail qu'il exige ?